Alimentation, logement, transport. Le monde évolue. Comment consommer différemment ? Bienvenue à tous. Comment se prémunir contre le harcèlement téléphonique? On vous en parle régulièrement dans cette émission. Eh bien, vous allez voir que le scandale continue. Des vendeurs qui vous appellent incessamment pour vous proposer de renouveler votre abonnement téléphonique ou d'incroyables tarifs pour réaliser des travaux dans votre appartement ou dans votre maison. Alors, qui se cache derrière ce harcèlement qui bien souvent est illégal? Sommaire. Ces coups de fil qui parfois vous gâchent la vie, nous allons vous expliquer d'où ils viennent, les méthodes qu'utilisent les commerciaux à l'autre bout du fil et la manière dont ils dérapent de temps en temps. Vous allez aussi découvrir comment vous en protéger facilement. C'est le dernier scandale des marques de mode. Certaines auraient recours au travail forcé d'une minorité en Chine. 83 noms, connus dans le monde entier, sont mis en cause. Comment est-ce possible? Et comment éviter ces vêtements de la honte? Et pour débuter notre émission, notre enquête donc sur le calvaire qui se poursuit pour des millions de Français harcelés au téléphone par des vendeurs toujours plus insistants. La pratique est pourtant en théorie encadrée par la loi depuis juillet dernier, mais voilà, le phénomène se poursuit. Selon l'UFC Que Choisir, les Français recevraient 5 appels par semaine. Alors pour mieux comprendre et décrypter le fonctionnement de ces centres d'appel, nous sommes allés jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est une enquête signée Lola Palmier. C'est une petite sonnerie qui retentit une dizaine de fois par jour. Allô? Et qui lui fait vivre un enfer. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Maggie du programme d'aide sociale aux personnes seniors pour la douche à l'italienne à 0 €. La douche à l'italienne. Oui, madame. C'est-à-dire, vous voulez me faire prendre une douche ou quoi? Si Claudia, 53 ans, préfère ironiser, c'est parce qu'elle n'en peut plus. Faites-moi bénéficier grâce à vous, le programme il est gratuit. Ah oui, c'est un cadeau, mais vous savez, si je veux faire une douche moi-même, je vais au magasin, j'achète ce qu'il faut et je la fais, hein. Mais je suis désolée, mais ça m'intéresse pas, hein. Merci de votre écoute tout de même, madame. De rien, au revoir. Comme beaucoup d'entre nous, Claudia est victime de démarchages téléphoniques incessants. Ah, le téléphone. Toute la journée, on essaye de lui vendre tout et n'importe quoi. Allô? Des travaux d'isolation. Ah bah ça faisait longtemps, tiens. Un nouveau contrat d'énergie. Allô? Un abonnement téléphonique. Cela ne s'arrête jamais. Tu vas la chercher? Ah, téléphone. Ça peut aller jusqu'à 5, voire même 10 appels par jour. Ça sonne continuellement, du matin au soir. C'est énorme, 5 à 10 appels par jour. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Bah, d'ailleurs, ici, on voit, j'ai 33 appels. Ça, c'est sur quelques jours. Claudia et son mari Achoun, 61 ans, sont la cible rêvée des démarcheurs téléphoniques. Oui, peut-être. Je sais pas, tu veux qu'on mange à quelle heure? Elle était employée dans l'administration, lui mécanicien. Ils sont jeunes retraités et donc souvent chez eux. J'ai fait un minestrone, si tu veux, hein. Mais à force, ce harcèlement quotidien pèse sur leur morale. Je ne veux pas qu'on me vende quelque chose. Si je veux acheter quelque chose, je le fais de moi-même. J'ai pas besoin qu'on vienne me dire « il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça ». C'est pas possible. C'est vraiment hallucinant, énervant, stressant. Et on s'engueule de temps en temps. À cause du téléphone, oui. Des fois, on se dispute parce qu'il me fait « mais arrête de courir, tu sais très bien pourquoi c'est ». Et puis voilà, quoi. Claudia n'est pas la seule victime. Aujourd'hui, pour bon nombre d'entre nous, le démarchage téléphonique reste un calvaire. 5, c'est le nombre d'appels non souhaités reçus chaque semaine par les Français. Un harcèlement qui dure depuis des années et qui continue malgré les mesures prises pour l'endiguer. La création de Blocktel il y a 4 ans était déjà censée empêcher les appels intempestifs. Cet été, une nouvelle loi est venue renforcer les sanctions en cas de démarchage non souhaité. Les entreprises risquent désormais 375 000 € d'amende. Les appels pour des travaux de rénovation énergétique sont même tout bonnement interdits. Pourtant, les abus persistent. Alors comment fonctionnent ces centres d'appel si efficaces pour nous déranger? Pourquoi les mesures prises ne suffisent-elles pas? Est-il possible d'échapper au démarchage téléphonique?
Pour savoir qui sont les gens qui se cachent derrière ces coups de fil intempestifs et comment ils font pour nous convaincre, il faut partir à l'étranger. Pour des raisons économiques, la moitié des centres d'appel sont situés hors de France. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, pas moins de 50 call centers ont été créés ces dernières années. On se dispose. Dans celui-ci, la journée commence par une prière. Tout cela dans le sourire, le dynamisme et la joie de vivre. Vous devez le transmettre à vos clients. Bonne journée à tous. Bonne journée. Eric Akoupo, 38 ans, est le directeur de la production. Ça va bien ce matin? Il emploie une quarantaine de téléopérateurs qui démarchent pour des entreprises françaises ou belges. Monsieur le contrôle qualité, comment ça se passe? Tatiana Kakou, 21 ans, travaille ici pour financer ses études de droit. 5 jours sur 7, elle se met à son poste à 9h du matin, enfile son casque et lance son logiciel d'appel. Aujourd'hui, elle démarche pour une grande entreprise énergétique française et doit convaincre les clients de réaliser des travaux d'isolation. Pour cela, elle a une technique bien rodée. Oui, bonjour. Je suis Marie Legrand. Est-ce que c'est bon, vous me recevez? Et je me permets de vous contacter concernant l'isolation à 1 euro. D'abord, quand elle travaille, Tatiana Kakou s'appelle Marie Legrand. Marie, c'est le nom de ma petite sœur. Et Legrand, c'est un nom français que je me suis attribué, tout simplement. Pourquoi? Pour simplement, derrière, rassurer le client. Ensuite, pendant le coup de fil, Tatiana alias Marie ne s'écarte jamais de son script. Un ensemble de questions fournies par le client qui doit amener l'interlocuteur à prendre rendez-vous. Quelle est la superficie de votre maison? 200 mètres carrés environ. Quel est votre mode de chauffage? Le gaz, le fioul, le bois, le mazout? Le bois. Le bois. Mais Tatiana ne mentionne pas tout de suite le nom de l'entreprise pour laquelle elle appelle. Un moyen d'entretenir le flou. Dites-moi, votre isolation remonte déjà combien d'années? Il n'y a pas d'isolation. D'accord. Pour amadouer son interlocuteur, elle surjoue aussi le compliment. Et sans laisser le choix, elle annonce la prochaine étape. Moi, je vous dis félicitations, car vous bénéficiez de l'isolation à 1 euro au niveau de vos combles. D'accord? Donc simplement, moi, ce que je vais faire à mon niveau, je vais transférer votre dossier à notre technicien, qui d'ailleurs va vous recontacter afin de, tout d'abord, pour une prévisite en termes de faisabilité. Oui, d'accord. Tatiana passe en moyenne un appel toutes les 2 minutes. Derrière elle, son manager l'écoute et vérifie la cadence. Oui, c'est bien noté. Allez, portez-vous bien et très bonne journée. Au revoir. Et pour qu'elle réalise son objectif, 3 ventes par jour, le harcèlement est presque ouvertement encouragé. Bonjour Tatiana, comment ça va? Je viens de discuter avec ton superviseur là. Fais 2 tentatives par jour, d'accord? Essaie de le rappeler toujours à des heures différentes. Astuce, si tu le rappelles tous les jours à 8 heures, c'est normal qu'il ne va pas raccrocher, il est en train de travailler. Donc essaie de le rappeler à midi et sinon en fin de journée. Là, tu es sûr de pouvoir avoir le client en ligne. Ok, parfait. Mais comment Tatiana peut-elle contacter des personnes pour des travaux d'isolation alors que depuis juillet, ce démarchage est illégal? Dans son bureau, Eric va nous montrer comment contourner cette interdiction. Une fois le contrat décroché, sa société crée une page internet comme celle-ci. Dessus, les gens remplissent ce formulaire et laissent leur numéro de téléphone. Le client, il s'inscrit sur un site, il vient vers nous, il nous demande qu'on le rappelle pour faire cette isolation à 1 euro. Dans ce cas, en toute légalité, le centre peut les démarcher. Un tour de passe-passe redoutablement efficace. Au départ, on émettait beaucoup d'appels, 200 appels pour avoir un client qui est éligible et qui souhaite réellement faire l'isolation. Aujourd'hui, avec 10 personnes qui se sont inscrites sur le site, on arrive à faire l'installation pour 3 voire 4 personnes. Grâce à ce système, le démarchage pour l'isolation continue. Et il est encore plus rentable. De quoi bien remplir les journées de Tatiana. La jeune femme travaille dans ce centre d'appel depuis 2 ans. Bonjour Madame Baba. Il y a du foufou? Ah oui, j'en veux un plat s'il vous plaît. Comme elle, les autres employés sont en majorité des jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Elles ont été embauchées en quelques minutes sur un seul critère, leur capacité à parler français distinctement et presque sans accent.
Ça fait combien de bonnes bêtes? Pour l'instant, 2. Et toi? Et toi? Aucune vente. Ça ira. Elles sont payées environ 250 € par mois, 2 fois le salaire minimum en Côte d'Ivoire, plus 20% de primes si elles atteignent leurs objectifs de vente. Après 1 heure de pause, retour au travail pour la session d'après-midi, de 13h à 18h. Oui, bonjour. Julie Berthe de la société... Vous m'entendez? En ce moment, les employés du centre démarchent pour une dizaine de clients français. Parmi eux, un institut de sondage. Seriez-vous disposé à répondre à 3 petites questions? C'est très rapide. Ou une entreprise d'électricité du sud de la France. Êtes-vous satisfait des travaux réalisés chez vous? Ici, on l'assure, on respecte la loi. Les téléopérateurs ont pour consigne de ne pas insister en cas de refus. C'est pourtant loin d'être le cas dans tous les centres d'appel. À Paris, c'est la découverte qu'ont faite ces 2 journalistes. Damien Leloup et Nabil Wakim travaillent au quotidien Le Monde. Alors, du coup, j'ai récupéré les fichiers. En juillet dernier, grâce à un informateur, ils mettent la main sur une dizaine d'heures d'enregistrement téléphonique d'un centre d'appel basé en Tunisie. Vous avez appuyé sur « Je signe » en cliquant sur ce bouton. Ils découvrent, abasourdis, des techniques parfois frauduleuses. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Sandra Robert. Pour ce coup de fil, par exemple, la téléopératrice va noyer son interlocuteur sous différentes informations et lui dissimuler jusqu'à la dernière minute qu'il est en train de s'engager. Alors précise, on va commencer les démarches administratives tout de suite. À ce moment-là, vous allez recevoir la facture de clôture de la part de... Ce sera la dernière facture consommée à payer. Ah, mais moi, j'avais pas compris ça. Non, moi, je veux pas changer de... Comment? J'avais pas compris tout ça. Moi, je veux pas changer de D'ailleurs, monsieur, vous avez changé pour le bien? Allô? Dans cet autre appel, la démarcheuse va mettre la pression sur sa cliente en l'obligeant à signer immédiatement son contrat sur Internet. Sur les conditions générales de vente, il y a à peu près 5 pages. Il faut les défiler carrément en bas pour les recevoir par la suite. Donc défiler comme si vous êtes en train de les lire complètement, carrément en bas, jusqu'à ce que vous voyez un encadré jaune, il y a écrit « J'accepte les CGV », les conditions générales de vente. Mais j'ai pas le temps de lire, hein. Mais vous allez le recevoir par mail récapitulatif, madame, parce que si on les lit tout de suite, ça va prendre minimum 2 heures. Alors, normalement, il faut que on reçoive un contrat a posteriori, c'est-à-dire une fois que l'appel est terminé, pour pouvoir le lire à tête reposée et faire un choix en toute conscience. Dans les 2 cas, ce démarchage agressif, illégal, est passible de 375 000 € d'amende. L'année dernière, un fournisseur d'énergie a été condamné pour ce motif et a dû payer près de 900 000 €. Face au démarchage téléphonique, il faut donc redoubler de vigilance. D'autant plus qu'au bout du fil se cachent parfois de vraies arnaques. Sylvie, 69 ans, n'en revient toujours pas d'être tombée dans le panneau. Bon, mes documents. En avril dernier, cette retraitée dynamique, qui n'a pas l'habitude de se laisser faire, reçoit un coup de fil. Mon téléphone sonne, on dit bonjour, vous avez demandé à faire une étude sur l'assurance santé, etc. Donc il me faut quelques renseignements complémentaires. Où êtes-vous assuré? Combien payez-vous? Elle m'a dit, savez-vous que les gens comme vous, nés avant 1958, ont tous droit à une réduction? La téléconseillère propose à Sylvie de changer de mutuelle et lui promet un gain conséquent, 400 € d'économie par an. Le discours est très convaincant, Sylvie ne vérifie pas et souscrit. Mais 3 semaines plus tard, quand elle reçoit par courrier les conditions de remboursement des soins, elle déchante. Tout était moindre. Elle a l'équipement optique et les verres progressifs. Nous, 400 €, là, 250. Alors, on a tous les deux des lunettes et tous les deux des verres progressifs. On dit, oulala. Bon, bah là, on s'est fait berner. Voilà. Comme Sylvie, 1400 personnes sur toute la France ont dénoncé les pratiques de démarchage de cette mutuelle. Pour la retraitée, c'est d'autant plus énervant qu'il y a 4 ans, elle s'est inscrite sur Blocktel, une plateforme censée lui garantir qu'elle ne serait plus démarchée. Sur ce site créé par l'État en 2016 pour lutter contre le harcèlement téléphonique, n'importe qui peut laisser son numéro de téléphone. Une fois répertorié, les entreprises n'ont plus le droit de l'utiliser pour vous démarcher. Enfin, en théorie,
car dans la pratique, ce n'est pas ce qu'a vécu Sylvie. Ça a marché un petit peu, tout au début, et puis petit à petit, les appels ont repris, quoi. Donc, j'ai pas trouvé que c'était très efficace. Sylvie est loin d'être la seule à remettre en cause l'efficacité d'un système qui repose étonnamment sur la bonne volonté des entreprises. Pour le comprendre, retour dans le centre d'appel d'Abidjan. Quand Eric, le chef de production, obtient un nouveau contrat. Dis-moi, tu as combien de rendez-vous actuellement? Son client lui donne la liste des personnes à contacter. Les appels sont ensuite générés automatiquement par un logiciel. Aujourd'hui, nous n'avons pas un annuaire téléphonique sur lequel on compose des numéros. Non, ce sont les clients qui nous confient des activités, qui nous fournissent leur base de données afin que nous puissions appeler. Pour constituer sa base de données, le client a plusieurs techniques. Sur Internet, il est par exemple très facile d'acheter des numéros à partir de 10 centimes le contact. Des fichiers bien souvent créés grâce aux programmes de fidélité, aux abonnements en tout genre et aux jeux concours. Chaque fois que vous cochez ce type de case, vous acceptez sans vous en rendre compte que vos coordonnées soient revendues. Mais depuis 2016, les professionnels doivent payer un abonnement à Blocktel et sont obligés de rayer de leur liste les 3,7 millions de personnes qui ont laissé leur numéro. Alors que les sanctions étaient jusqu'à maintenant très rares, ils s'exposent depuis cet été à une amende de 375 000 €. Pourtant, certains préfèrent prendre le risque. Car vous allez le voir, les moyens de contrôle sont assez limités. Inès Salom, 31 ans, est enquêtrice à la DGCCRF de Nîmes. Son job, traquer les entreprises de son département qui ne respectent pas la loi et leur infliger des sanctions. Ces enquêtes démarrent toujours par un signalement. Des personnes qui sont inscrites sur Blocktel, mais qui ont quand même été démarchées, peuvent signaler le numéro. Là, on est sur l'interface du portail Blocktel qui contient toutes les réclamations de consommateurs qui ont été centralisées à l'intérieur depuis 2016 et qui contient actuellement, si je ne me trompe pas, 2 millions de réclamations de consommateurs. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Dans cet océan de réclamations, Inès isole les numéros de téléphone qui reviennent à plusieurs reprises, comme celui-ci, signalé par 98 citoyens. Commence alors un travail de fourmi pour identifier la société qui a utilisé ce numéro et l'ensemble des victimes de son démarchage abusif. Dans ce cas, elles étaient plus de 2900. Inès n'a pas voulu nous révéler toutes ses méthodes, mais les investigations ont duré près d'1 an. Ce sont des outils pour lesquels on a une habilitation et qui nous permettent justement d'investiguer en ce sens pour pouvoir retrouver non seulement les réclamations, mais également le fait de savoir si la société est détentrice ou non d'un abonnement auprès du service Blocktel. Grâce à ces outils, Inès a réussi à retrouver l'entreprise, une PME de la région, qui a dû payer une amende de 96 420 €. Avec ces enquêtes au long cours, une dizaine de dossiers seulement est traité chaque année sur le département. Du coup, beaucoup d'entreprises arrivent à passer entre les mailles du filet. Alors, pour éviter de se faire démarcher, certains ne comptent plus sur l'État. Ils misent plutôt sur une nouvelle technologie. T'as bien avancé. Chez Aurélie, 36 ans, et sa mère Marie-Dominique, 69 ans, tout est calme. Plus une seule sonnerie de téléphone ne vient perturber le quotidien. Pourtant, pendant des années... Regarde, j'ai retrouvé ce qu'on avait avant, là, tous les numéros, tous les gens. Elles ont été continuellement harcelées sur leur téléphone. Tu te rappelles, le lundi, à 11h, à 17h, à 17h25, à 17h51, c'est à peu près les mêmes. On était vraiment harcelés à longueur de journée, ça pouvait être de 10 à 15 coups de téléphone. À bout de nerfs, il y a 1 an, Aurélie a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Suite à son message, un grand groupe d'électronique lui a proposé de tester un nouveau téléphone fixe. Un téléphone capable de bloquer les coups de fil des démarcheurs. Bah vous voyez, 25. C'est les appels bloqués depuis mercredi. Votre téléphone, il a bloqué 25 appels en 2 jours. Aurélie le teste depuis 9 mois et elle en est ravie. La fréquence des appels a diminué drastiquement, c'est-à-dire qu'on est passé de 15 appels par jour à 1 à 2 appels par semaine. Donc nous, on a apprécié la tranquillité retrouvée.
Mais alors, comment fonctionne ce téléphone ? Chez son concepteur, un géant japonais de l'électronique. À côté des casques et des micro-ondes, on trouve toute une gamme de téléphones fixes. Car malgré la généralisation du portable, il continue à s'en vendre 2 millions chaque année en France. Alors là, c'est notre tout dernier, donc qui date de septembre l'année dernière. Celui-ci, en avant-première, va être lancé donc, au mois de novembre. Et puis celui-ci a déjà 2-3 ans maintenant. Arnaud Marty, le responsable de cette gamme, est particulièrement fier de ses derniers modèles anti-démarchage. L'astuce est toute simple. Pour la comprendre, nous avons fait un test. Alors c'est parti, je vous appelle sur le fixe en haut-parleur. Merci pour votre appel. Veuillez appuyer sur le 1 pour rétablir votre appel. Alors là, expliquez-moi ce qui se passe, parce que ça ne sonne pas chez vous. Non, ça ne sonne pas chez moi. C'est la fonction répondeur du téléphone qui décroche à votre place sans que ça sonne chez vous. Et comme vous le voyez, il demande à l'interlocuteur de taper le fameux code. Le robot ne saura pas le faire. Veuillez appuyer sur le 1 pour rétablir votre appel. Taper un code, même aussi simple que le chiffre 1, est impossible pour les conseillers d'un centre d'appel. Souvenez-vous, à Abidjan, les appels sont générés automatiquement. Les conseillers ne composent pas les numéros. Grâce à ce système, les démarcheurs sont bloqués, mais pas les interlocuteurs qui souhaitent vraiment vous joindre. Veuillez appuyer sur le 1 pour rétablir votre appel. Donc là, si j'appuie sur le 1, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous allez voir. J'ai plus qu'à décrocher. Allô? Et donc, on est en communication. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui fait l'extrême efficacité du produit. C'est que c'est simple à mettre en œuvre, c'est simple à comprendre, et puis ça marche, tout simplement. Et pour que les correspondants n'aient pas à taper un à chaque appel, il suffit d'enregistrer leur numéro de téléphone dans le répertoire. Ils pourront alors vous joindre directement, comme avec un téléphone classique. En 2020, il s'est déjà écoulé 30 000 exemplaires de ce téléphone anti-démarchage, vendu 59 €. La technologie, voilà donc peut-être ce qui va réussir là où Blocktel a échoué. Et pour les accros au smartphone, rassurez-vous, il existe aussi des applications permettant de bloquer les démarchages intempestifs. Parmi elles, Anti-Spam ou Stop Call Me. Et après le démarchage téléphonique, on vous propose maintenant une enquête exceptionnelle, un document inédit sur la face cachée de vos habits. Comment vos pantalons, vos t-shirts ou vos jupes sont fabriqués à l'autre bout du monde par des travailleurs forcés. Oui, vous avez bien entendu, des travailleurs forcés. C'est le scandale des travailleurs ouïghours, cette minorité musulmane persécutée par les autorités chinoises. 80 marques seraient au total concernées. Alors comment un tel scandale est-il possible? Pour la première fois, une équipe de télévision française a remonté la filière. C'est un document inédit que l'on vous propose avec l'enquête de Jessica Berthaud. Au cœur de Paris se prépare une action coup de poing. Elle va avoir lieu tout près de la rue de Rivoli, où règnent en maître les grandes enseignes de vêtements. Menée par ces jeunes militants. Alors, on soit des petits tas de genre une trentaine, ça devrait aller. Ils sont armés de ces étiquettes qui s'inspirent des promotions et qu'ils ont confectionnées avec un slogan choc. Le 50%, il attire l'œil et finalement on se rend compte que c'est écrit sur une vie. Et ensuite c'est écrit « Ce produit a été conçu par des esclaves ouïghours, acheter c'est être complice du génocide ». Les Ouïghours, un peuple persécuté en Chine. Une récente enquête révèle que des dizaines de marques seraient impliquées dans le travail forcé de cette minorité. En fait, le but, c'est que ce soit visible. Donc, peu importe la manière dont vous mettez les étiquettes, le mieux, c'est que ce soit visible. Ça peut être, par exemple, dans une veste en jean, vous laissez l'étiquette dépasser. Et pour les chaussures, vous pouvez les mettre directement dans les chaussures. Ils sont désormais prêts à partir à l'assaut des enseignes mises en cause. Nous les suivons à l'intérieur, en caméra cachée. Au moins, chaque personne qui rentre dans le magasin voit au moins une étiquette.
En 10 minutes, les jeunes militantes parviennent à coller leur message sur une 50aine de vêtements. C'est des produits qu'on achète, qu'on est amené à acheter au quotidien et on ne se rend pas forcément compte que derrière, il y a des vies humaines en jeu. Donc c'est important de voir ça et peut-être de montrer aux gens que finalement, nous, en consommant, on a un impact. Elles vont ensuite s'adresser à une employée qui leur demande de quitter les lieux, mais qui comprend leur combat. Je suis contre tout ça. Il y a des trucs qu'on n'a pas le choix, franchement. Ça fait mal au cœur. Comment ça, vous n'avez pas le choix Ben oui, on peut rien faire. Okay. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait. Merci à vous. Comment réagissent les clients face à ces révélations? Nous les avons abordés à l'extérieur de ces magasins. Vous avez déjà entendu parler de ça? On a entendu parler des Ouïghours, après le travail forcé, non pas trop. L'esclavage, on n'est pas vraiment pour. Hein, non, donc, il y a voilà. tellement de choses à dire sur ce genre de choses, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Zara, H&M, etc. Enfin, moi j'y vais et j'étais même pas au courant quoi. Et après nous à notre niveau, à part boycotter les marques, enfin, je vois pas bien ce qu'on peut faire, c'est ça qui est malheureux quoi. On est un peu impuissants face à ça. Selon un rapport australien, plus de 80 000 Ouïghours seraient victimes de travail forcé en Chine. Des accusations qui touchent un secteur déjà écorné par de nombreux scandales. Nous savions que c'était la deuxième industrie la plus polluante après la pétrochimie. Nous connaissions les ravages des pesticides pour la culture du coton, les colorants, mais aussi les conditions de travail inhumaines révélées par le drame du Rana Plaza. On découvre aujourd'hui que de grands noms comme Nike, H&M, Zara ou Lacoste, au total 82 marques, auraient eu recours au travail forcé des Ouïghours. Une minorité persécutée en Chine. Un vêtement en coton sur 5 acheté dans le monde serait concerné. Comment est-ce possible? Qui est cette minorité qui serait contrainte et forcée à fabriquer nos habits? Et comment échapper à ces vêtements de la honte? Pour comprendre l'ampleur de ce scandale, il faut d'abord réaliser le drame que vivent les Ouïghours en Chine. Certains ont trouvé refuge aux Pays-Bas. Nous avons retrouvé Omir, qui reprend aujourd'hui peu à peu goût à la vie. Je n'aurais jamais imaginé survivre à ces camps. Pour moi, j'allais mourir là-bas. Il est l'un des rares rescapés à accepter de nous livrer un témoignage vécu de l'intérieur. Accompagné de son ami, lui aussi ouïghour. Le camp où on m'a enfermé était ici. On était dans une cellule de 16 mètres carrés, avec 40 personnes. Il a été enfermé pendant 7 mois dans un camp de détention en Chine. Un emprisonnement dans des conditions insoutenables. Faute de place pour dormir, il devait se relayer avec les autres détenus et il était rationné en nourriture. À sa sortie, il avait perdu plus de 40 kilos. Ça, c'est moi, 10 jours après avoir été libéré des camps. Je faisais 125 kilos avant ça. Regarde comme j'avais maigri. La minorité à laquelle il appartient s'appelle les Ouïghours. Elle vit au nord-ouest de la Chine, dans la province du Xinjiang. Musulmans et turcophones, il serait plus d'1 million de victimes d'une vague de répression sans précédent. Sur ces images, des centaines de prisonniers, accroupis au sol, les yeux bandés et les mains menottées dans le dos. Pour le régime de Pékin, il s'agirait de rééduquer les Ouïghours pour les empêcher de sombrer dans le radicalisme religieux. Sur ces images de propagande, ils paraissent heureux de chanter et danser à la gloire du Parti communiste et d'apprendre à parler chinois. Mais la réalité serait tout autre. Omir aurait subi un endoctrinement forcé. Ils vont te torturer physiquement et mentalement, jusqu'à ce que tu te soumettes à eux et fasses tout ce qu'ils te demandent, jusqu'à ce que tu perdes ton désir de liberté, que tu perdes ton désir de vivre. Ils te gardent en vie juste parce qu'ils ont encore besoin de toi. Omir a été libéré grâce à sa nationalité kazakh. Il a échappé de peu à l'autre étape du calvaire des Ouïghours, le travail forcé. Car depuis 2017, les détenus en camp de rééducation seraient transférés dans des usines pour y travailler. Selon la version officielle,
on leur apprendrait un métier. Oui, il y a des usines comme ça. Le salaire pour ce travail est très très bas. Une amie de ma sœur m'en a parlé. Ils travaillent très très dur et longtemps, de 16 à 18 heures par jour. Les rares témoignages révèlent qu'ils seraient payés l'équivalent de 96 € par mois, 2 fois moins que le salaire minimum sur place. Des grandes marques auraient donc profité du travail de ces prisonniers. Mais dans cette Chine si verrouillée, où toute enquête journalistique est presque impossible, comment les preuves ont-elles été apportées? Cette fois-ci, il faut se rendre aux États-Unis, à Saint-Paul, dans le Minnesota. C'est ici que vit un spécialiste mondial des minorités, victime du régime communiste chinois. Pour ses recherches sur les Ouïghours, Adrian Zenz, anthropologue, ne peut plus se rendre sur place. C'était presque impossible et maintenant c'est entièrement impossible. Il y a des chercheurs qui ont été arrêtés, qui ont été suivis. Et plus récemment, en 2018, certains chercheurs ont même été détenus par la police. Mais Internet a des ressources insoupçonnées. Depuis son domicile, il a épluché des centaines de documents chinois, étonnamment en libre accès. Là, par exemple, j'enquête grâce à des documents officiels du régime du Xinjiang qui datent de 2016. Ils annoncent que d'ici la fin 2020, ils vont transférer 532 000 travailleurs, principalement dans ces usines. Ils forcent les personnes à accepter de travailler pour créer de la main-d'œuvre pas chère pour les usines. Ces usines qui font travailler les Ouïghours, il les a aussi identifiés grâce à des plans satellites. Vous voyez ici un grand parc d'usines. La construction a commencé en 2016, mais elle a vraiment été achevée en 2018. Construites à proximité des camps de détention, ces usines seraient ultra sécurisées. Il y a des clôtures. Partout ici, vous pouvez voir des clôtures. Ça signifie que les travailleurs ne peuvent pas en sortir, c'est sécurisé. Et à l'entrée, il y a aussi la sécurité. Et là, vous avez des murs d'enceinte. Le travail forcé ne s'arrête pas à la province du Xinjiang. Des centaines de milliers de Ouïghours seraient transférés dans toute la Chine. Des usines, pour la plupart high-tech et textiles, qui travaillent pour de grandes marques internationales. C'est l'une des révélations de ce rapport d'un groupe de réflexion australien, Ouïghours à vendre. 27 usines ont été identifiées. Leurs clients, Adidas, Lacoste, Zara, H&M ou bien encore Nike. Au total, 82 marques de notoriété internationale. Et pour faire le lien avec ces grandes enseignes, il a suffi de consulter les sites internet de ces manufactures. FAO a aujourd'hui une dizaine de partenaires dans le monde, dont Adidas, Nike, Zara, Lacoste, etc. Des marques qui seraient liées à de telles pratiques. Comment est-ce possible? C'est peut-être l'une des conséquences de la course au petit prix. Dans les rayons, des tarifs toujours plus écrasés. Une recherche du plus bas coût qui implique de produire souvent à l'autre bout du monde, avec à la clé des dérives que certains professionnels du secteur connaissent bien. À Pantin, en région parisienne, ces anciens locaux de la Banque de France abritent l'école de mode S-Mode. Ici, ces étudiants sont formés pour travailler chez de grandes maisons ou dans des enseignes de prêt-à-porter. Bonjour. Bonjour. Je devais créer une collection. Nous avons demandé un cours particulier à Emmanuel Jégu. Vous avez une interro à la fin. Emmanuel a travaillé 15 ans pour des marques de luxe et de fast fashion. Le premier problème avec l'industrie textile, c'est la multiplication des acteurs pour chaque étape de production, comme ici, avec un t-shirt. Donc les étapes, on peut en compter 7. La filature, le tricotage, ennoblissement teinture, coupe et pour finir, le montage. 7 étapes dans des lieux différents pour trouver le meilleur tarif de fabrication. Et à chaque fois, plusieurs entreprises.
C'est pas une étape, un acteur. Une étape peut représenter 4-5 acteurs derrière. C'est là où il peut y avoir plus d'opacité. Et ce n'est pas fini. Cette cascade de fournisseurs sous-traite souvent à son tour. Vous avez une implantation. Je suis directeur d'une usine de production et on me confie une commande de 120 000 pièces à réaliser pour une grande chaîne. Or, moi, mon unité de production ne peut produire que 90 000 pièces. Je ne vais pas refuser cette commande. Je ne vais pas refuser parce que j'ai besoin de faire tourner mon usine. Je vais sous-traiter dans un atelier, peut-être même dans 2 ateliers. Ça veut dire qu'en tant que marque, on ne peut pas savoir finalement qui à la fin a produit nos t-shirts. En tant que marque, on va essayer au maximum d'avoir cette transparence, d'avoir cette traçabilité. Après, malheureusement, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez plus la main. Dans cette course à la mondialisation, à la réduction des coûts, les grandes enseignes perdraient donc parfois le contrôle, jusqu'à faire fabriquer par des travailleurs exploités. Une irresponsabilité de moins en moins acceptée. À Paris, un homme s'est emparé du sujet. Hello Alice, écoute, on en est où là des signataires et de la lettre? Raphaël Glucksmann est un intellectuel qui s'est engagé en politique. Alors, la liste s'allonge. On a eu la confirmation de plusieurs députés. Pizzula a signé. Ostrevicius a signé. Révolté par l'attitude de ces multinationales, ce député européen cherche à récolter un maximum de soutien au Parlement à Bruxelles pour créer une liste noire des marques suspectées d'exploitation des Ouïghours. Ciao. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il y aurait une liste de fournisseurs interdits sur le marché européen et que toute entreprise européenne ou internationale qui fait produire ses chaussures, ses chemises, ses vestes par ces fournisseurs-là verrait ces biens interdits sur le marché européen. Pour porter haut et fort son message, il multiplie les interventions médiatiques et a lancé il y a quelques mois une vaste campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux. Je voulais vous dire que c'est grâce à vous, en fait, si on est pris au sérieux par les PDG des grandes marques internationales. À chaque fois que vous les taguez, à chaque fois que vous que vous les interpellez, c'est de la force qui est donnée dans le combat pour la libération des Ouïghours. Sur son compte Instagram très suivi, avec 418 000 abonnés, il interpelle publiquement les marques pour leur demander des comptes. Comme ici, avec Zara. Faisons un maximum de bruit pour qu'ils nous entendent, nous reçoivent et changent leur chaîne de production. Ou encore Lacoste. Pour chaque enseigne, il demande à tous ses abonnés de les interpeller et d'exiger des réponses. Coucou, on attend des actions maintenant. Une aberration. Horrible. Non à l'esclavage et à la barbarie. Et cela fonctionne. Le PDG de Lacoste réagit ici en direct. La maîtrise de chaque maillon de la chaîne de production est notre responsabilité. Mais il s'agit aussi d'une lourde tâche qui se heurte parfois aux difficultés d'obtenir des informations fiables sur le terrain. Grâce à cela, ils obtiennent un rendez-vous très concluant. Dans notre discussion au siège, en fait, ils avaient préparé déjà les réponses, donc on n'a même pas eu à attendre, et ils sont engagés à rompre leur contrat avec des fournisseurs qui produisaient quelque chose comme 10% de leurs pièces mondes. Dans un coup, on se rend compte que collectivement, on peut arriver à faire plier des grandes marques. Oui. Interrogé par le député, Adidas et H&M annoncent n'avoir eu aucune relation directe avec les usines incriminées et s'engagent à rompre tout lien avec le Xinjiang. Zara et Nike affirment quant à elles n'avoir aucun lien avec les fournisseurs du rapport. Jointes par mail, ces marques nous ont apporté les mêmes réponses. Le député travaille sur un projet de loi pour les rendre pénalement responsables en cas de manquement de leurs fournisseurs. Le but, c'est de faire en sorte qu'un patron d'une multinationale se dise, avant d'aller travailler avec le système concentrationnaire chinois, eh bien, se dise, finalement, j'aurai peut-être un jour à aller en justice pour ce que mes fournisseurs chinois vont faire. Il espère présenter ce projet de loi au Parlement européen avant la fin de son mandat. En attendant, que faire à notre échelle de consommateurs? D'abord, regardez les étiquettes et éviter tous ces vêtements confectionnés aux 4 coins du monde dans des conditions que nous ne pouvons pas contrôler. Puis, nous tourner vers le marché de l'occasion, qui a en plus l'avantage de nous faire des économies. Pour le neuf, il y a les marques Made in France qui ont mis la transparence au cœur de leur processus de production.
comme 1083, qui plus est, Jean-Fil. L'une d'elles vient de réaliser une prouesse qui redonne espoir pour fabriquer à nouveau des vêtements à 100% dans l'Hexagone. Au beau milieu du Gers, ce n'est pas une illusion. À côté de parcelles de vignes, un champ de coton. T'as vu là, il est en train de... Il repart quand même. Oui, oui, c'est incroyable. Ouais. Avec son père agriculteur, Johan De Witt est le seul en France à cultiver cette plante normalement adaptée au climat tropical. Il est bien ouvert, la fibre est longue et blanche, c'est ce qui fait aussi une preuve de qualité. Mais avant d'y parvenir, il a passé des mois à rechercher la meilleure variété qui s'adapte au climat français. Ils vont s'ouvrir. On a fait appel à des laboratoires qui connaissaient la culture, mais dans les pays producteurs. Et ce ne sont pas les mêmes techniques que nous avons dû employer en France. Et au début, on a eu un petit peu peur parce qu'on nous a dit que ça consommait beaucoup d'eau, donc on ne savait pas trop dans quoi on se lançait. Contrairement à la Chine ou l'Inde, ici, aucune irrigation, seulement de l'eau de pluie. Mais en termes de rendement, c'est 3 fois moins que les principaux pays producteurs. Avec cette innovation, ils évitent aussi une autre plaie de l'industrie textile, les champs de coton en Chine ou en Inde, entretenus à grand renfort de pesticides, avec la pollution et les problèmes sanitaires que cela entraîne pour les populations. C'est joli, ouais. Ah, c'est joli, là, rien. Tu vois qu'on va faire une meilleure récolte que l'année dernière. Avec cette culture familiale, Johan a créé aux côtés de ses 2 beaux-frères, Médéric et Samuel, une marque de polo qu'il vend sur Internet à 120 € l'unité. Un prix encore élevé, mais qui offre une forte garantie aux consommateurs. Ça s'est greffé à un projet écologique, à un projet éthique. Et en fait, le fait de travailler avec des partenaires français, déjà, ça nous permet de recréer des emplois ou de sauvegarder des emplois en local. Mais ça nous permet aussi de savoir avec qui on travaille et comment ils travaillent et dans quelles conditions ils travaillent. Une volonté de maîtriser toute la chaîne de production. De la récolte dans les champs jusqu'à la confection en usine. C'est dans ses ateliers à 60 km de chez lui que Johan fait produire ses polos. « 15 couturières travaillent ici à temps plein pour un salaire de 1 200 € net par mois. Elles confectionnent 5 000 polos par an. On va aller voir les polos, là. Johan vient aujourd'hui découvrir les nouveaux coloris auprès de son fournisseur. Et ça rend beaucoup mieux quand même. Donc là, en fait, moi, je tiens un polo 100% français, de la matière première jusqu'au produit fini. Il n'a jamais quitté la France pour arriver à ça. Vous en êtes fier ? Très fier. Après 4 ans d'existence, l'entrepreneur est à l'équilibre. Il espère que cette activité lui permettra de faire bientôt des bénéfices. Des initiatives qui se multiplient pour nous permettre d'acheter autrement nos vêtements et d'éviter à terme d'acheter des articles produits de manière scandaleuse, comme avec le travail forcé des Ouïghours. Voilà pour cette enquête sur les travers de notre consommation de masse, mais aussi avec, comme chaque fois dans Tout compte fait, des solutions. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur France 2 et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre toujours plus nombreux et à nous faire part aussi de vos expériences et de vos initiatives pour améliorer notre consommation du quotidien. Ciao.